Revenons en arrière. Au début des années 2000, les banques accordent massivement des prêts immobiliers avec le soutien du pouvoir politique. En 2007-2008, un phénomène bouleverse le marché américain, un phénomène qui va au-delà du pays. Il s'agit des subprimes. La cause, un excès d'endettement des particuliers. Je t'explique. Les subprimes désignent des prêts immobiliers accordés à des Américains disposant de faibles revenus. Les Américains achètent de plus en plus de maisons grâce au crédit bon marché. Ainsi, le prix de l'immobilier augmente. Un principe simple et connu de tous, l'offre et la demande. Difficile de trouver de logement, le prix augmente et donc la valeur des prêts aussi. Voilà que la Banque centrale américaine agit. Que se passe-t-il quand on veut enrayer une bulle? On augmente les taux d'intérêt. On connaît bien cette situation, on l'a vécu en 2020 avec la crise du Covid. Mais là où ça pose problème, c'est que les États-Unis accordent le plus souvent des crédits immobiliers à taux variable. Conséquence, les particuliers ne peuvent plus assurer leur mensualité, occasionnant des pertes des établissements bancaires, de plus que la saisie par les banques des logements concernés par les prêts, puis vendus aux enchères, provoquant ainsi la déstabilisation du plan économique américain. Pour rappel, le 15 septembre 2008, la banque multinationale Lehman Brothers fait faillite, précipitant la crise et pour cause, la banque essaie de solder sans succès ses positions sur les crédits immobiliers à risque. L'interdépendance des économies a contribué à la diffusion de la crise, notamment via le commerce international, ce qui a eu tendance à répartir le poids de la crise entre les pays initialement les plus touchés et les pays dépendant le plus de leur commerce extérieur. Bref, alors que le but était de dynamiser l'économie à moyen terme. Regardez ce graphique de l'indice boursier S&P 500, où l'on peut voir une baisse drastique du cours. Sur ce graphique, le taux de croissance des prix d'immobilier au plus bas en 2008. Sur le second, le taux de défaut à prêt variable au plus haut que les autres catégories de prêts. Et sur le dernier graphique concernant la part des prêts entrant en procédure de saisie, on retrouve les prêts à taux variable au sommet. Mais pourquoi je vous raconte cela? Je vais y venir. Nous sommes le 31 octobre 2008. Voilà qu'un certain Satoshi Nakamoto, se présentant comme un japonais de 37 ans en 2008, maintenant âgé de 49 ans sur le papier, publiait un livre blanc sur un système de paiement électronique pair à pair. De quoi je parle? De Bitcoin. Allons plus dans les détails. Qu'est-ce que c'est? Comme nous l'avons vu plus tôt dans la vidéo, la monnaie conventionnelle est basée sur les institutions, mais celle-ci souffre de faiblesses inhérentes au modèle de confiance. C'est-à-dire, il faut faire confiance à la banque centrale pour ne pas dévaloriser la monnaie, mais l'histoire des monnaies fiduciaires est pleine d'abus de cette confiance. Il faut faire confiance aux banques pour détenir notre argent et le transférer électroniquement. Mais elles le prêtaient dans les vagues de bulles de crédit. Nous devons leur faire confiance en ce qui concerne notre vie privée, leur faire confiance pour ne pas laisser les voleurs d'identité vider nos comptes. En tant que client, nous déposons notre argent dans les banques. Mais que devient cet argent? Si je dois choisir de parler d'un livret en particulier, je choisirai le livret A. En même temps, c'est le livret préféré des Français. L'argent collecté sur le livret A sert à financer le logement social. Ainsi, la plus grande partie de l'argent collecté sur les livrets A est transférée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts utilise une partie de cet argent à des prêts à long terme, voire à très long terme, destinés au logement social et place le reste sur les marchés financiers, dans des placements principalement sans risque et avec une liquidité suffisante pour garantir que les sommes nécessaires seront toujours disponibles pour le retrait des épargnants. Tandis que le Bitcoin, lui, est basé sur la preuve cryptographique. Des lignes de code, des maths, voilà la solution apportée par ce fameux système de paiement. La solution de Bitcoin consiste à utiliser un réseau peer-to-peer pour vérifier les doubles dépenses. En un mot, le réseau fonctionne comme un serveur d'horodatage distribué, marquant la première transaction. D'abord était un sujet d'échange pour les initiés, la propagation de la blockchain se démocratise de plus en plus. Mais alors, c'est quoi la blockchain? Venons-y. Il s'agit d'un registre distribué, toutes les transactions sont dans le réseau à la vue de tous. Et avant de parler d'autres points techniques, sache que personne ne sait qui est ce monsieur ou madame Nakamoto, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Parlons de décentralisation, un point important, si n'est le plus important, parce que celle-ci sera la base du Web3, elle repose sur l'absence d'autorité centrale, contrairement aux monnaies traditionnelles qui sont émises et régulées par des gouvernements ou des institutions financières. Le Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé de paires appelés mineurs et de nœuds. Ces fameux nœuds sont au nombre de milliers connectés les unes aux autres via Internet. Chaque nœud exécuté permet à la validation et à la propagation des transactions sur le réseau.
Il n'y a pas de serveur centralisé qui contrôle le réseau. Le rôle des mineurs dans le fonctionnement de Bitcoin consiste en un consensus appelé la preuve de travail. Les mineurs utilisent leur puissance de calcul pour résoudre des problèmes mathématiques complexes et le premier mineur à avoir résolu le problème ajoute un nouveau bloc de transaction à la blockchain. Ce processus permet de sécuriser le réseau et de garantir que toutes les transactions sont valides. En clair, la décentralisation est l'essence même du protocole, lui conférant la résistance à la censure, la souveraineté financière et la sécurité. Nous avons vu le plus simplement possible ce qu'est Bitcoin, comment fonctionne le protocole Bitcoin, les problèmes qu'il résout, mais quel est le lien avec la crise des subprimes ? Je vous ai dit que la crise s'était propagée du fait de l'interdépendance des économies, alors laissez-moi vous parler du Royaume-Uni et de cet article du Times. Voilà la situation. La crise de 2007 touche particulièrement le Royaume-Uni et voilà que l'État britannique annonce un plan de sauvetage le 8 octobre 2008. Celle-ci comprend une enveloppe budgétaire de 500 milliards de livres sterling, soit 850 milliards de dollars. Le 3 janvier 2009, un premier bloc miné par Satoshi fait son apparition. Appelé le bloc Genesis, celle-ci comporte une mention pour le moins intéressante. Aujourd'hui, voilà que nous avons d'autres protocoles bien établis, citons Ethereum, Solana et j'en passe. Maintenant, parlons Web3, mais petite piqûre de rappel sur les débuts de ce terme. Gavin Wood, cofondateur de Ethereum et fondateur de Polkadot, utilise la première fois ce terme en 2014. Il disait que le Web3 était inévitable et celle-ci fut accélérée autour de l'histoire d'Edward Snowden. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'histoire se passa en 2013 quand Snowden divulgua des informations sur les pratiques du gouvernement et des entités centralisées à dépasser les limites de la gestion des données personnelles d'autrui. Il est donc évident que le web avait besoin de changer pour que les utilisateurs soient en mesure de contrôler leurs données personnelles. Le Web 3, selon Gavin Wood, est un nouveau web selon lequel l'accès aux informations personnelles ne se fait plus de la même manière. Pour parvenir à ce résultat, il cite 4 éléments différents. La publication de contenu statique, des messages dynamiques, des transactions sans tiers de confiance et une interface utilisateur intégrée. Pour en savoir plus, je te redirige vers le lien en description. Le Web 3 vise donc à remédier aux lacunes du Web 2. Je vais aborder quelques points notables. Il est décentralisé pour que les entités du Web 3 soient moins sensibles aux cyberattaques et que la propriété du Web ne puisse pas être détenue uniquement par des géants de l'industrie. La propriété du Web 3 est distribuée entre ses utilisateurs. Il est ouvert, n'importe qui peut accéder et contribuer à la progression du Web 3, il n'y a pas d'exclusion possible. Il supporte des paiements natifs. Les paiements sur le Web 3 s'effectuent en crypto-monnaie afin de ne pas avoir à confier ses actifs à un tiers de confiance, tel qu'une banque qui pourrait commettre une erreur. Et enfin, il est trustless. Il fonctionne en utilisant des mesures incitatives, des mesures qui encouragent les internautes en les récompensant lorsqu'ils réalisent de bonnes actions et utilisent des mécanismes économiques dématérialisés au lieu de se fier à des tiers de confiance, une fois encore.